Eh bien bonjour, je vous retrouve à l'aube pour un 8e épisode de la vie de Jean-Sébastien Bach. Bon, vous savez que nous devions le retrouver à Weimar. Entre-temps, je vous ai enregistré pour vos enfants des 2-3 petits préludes pour commençants. J'espère que vous les avez trouvés sur Twitter et sur YouTube. Voilà. Donc, Bach à Weimar. Qu'est-ce que moi je retiens surtout de Bach à Weimar? Bon, je retiens, on va dire, deux aspects principaux. C'est que Weimar a traversé l'histoire. C'était un duché bien souvent bicéphale, donc double, donc à double pouvoir. Deux membres de la même famille régnaient sur leur territoire. Weimar était une ville connue depuis le Moyen-Âge, une ville fortifiée. D'ailleurs, les murailles existent toujours autour de la petite ville. Deux châteaux, souvent détruits, souvent reconstruits depuis le Moyen-Âge. Le berceau, enfin là où Martin Luther a trouvé exil dans la Thuringe et a pu diffuser la Bible en allemand, historiquement. Le peintre Cranach, qui est venu un peu tel que Léonard de Vinci a été vivre à la cour de François Ier. Le peintre Cranach a vécu à Weimar et toutes ces toiles sont encore accrochées dans la galerie du château. Nous avons Jean-Sébastien Bach, le poète Salomon Franck, qui y a vécu, et donc ultérieurement à la période de Bach, on va dire 50 ans après sa mort, Wolfgang von Goethe y a vécu plus de 30 ans. Il a géré la bibliothèque du château. Il faut savoir que ça à ce moment-là, était assez jumelé, soit par des mariages, soit par des affinités militaires, à la cour du roi de Prusse. Et la Prusse avait, bon, s'est imposée au fil du temps, a imposé son indépendance, mais à ce moment-là, le château, sans souci du roi de Prusse, était à quelques lieues de Berlin. Et à Berlin étaient mis en sécurité tous les manuscrits importants de la vie culturelle, de la politique, etc. Et la nièce du roi de Prusse a épousé un duc de Saxe-Weimar. Et donc, elle faisait des allers-retours entre Berlin et Weimar. Et donc, des documents ont pu voyager de la bibliothèque de Berlin à la bibliothèque de Weimar, que Goethe a géré donc pendant 30 ans. Pourquoi c'est important, à mon sens, ça, de penser à tout cette évolution historique de Weimar? C'est que Bach, à son décès, donc il n'est pas mort à Weimar, hein, je vous rassure, on va encore le garder un petit temps. Il est mort à Leipzig. Et il est tombé, bon, ses fils étaient de célèbres musiciens et ont entretenu la flamme de l'admiration de Jean-Sébastien Bach. Et puis, bon, la musique baroque a un peu disparu, a laissé place à la musique dite galante, la musique classique de Haydn, de Mozart et tout. Et on ne jouait plus guère du Jean-Sébastien Bach. Et grâce à Goethe, qui connaissait le musicien Félix Mendelssohn, qui lui dirigeait la Sing Academy de Berlin, Goethe a attiré l'attention de Mendelssohn sur la qualité de la musique de Jean-Sébastien Bach. Et donc, Félix Mendelssohn a fouillé dans les manuscrits de la duchesse Amalia et a retrouvé la Passion selon saint Matthieu et l'a jouée. Et ça a eu un succès, il a dû faire plusieurs représentations, et donc ça a traversé toute l'Europe, ce succès, et on a redécouvert Jean-Sébastien Bach. Ça, et la renommée de Bach a franchi l'Atlantique, alors à ce moment-là, Canada et États-Unis du Nord et même États-Unis du Sud. Alors,
et pas que vers l'Atlantique, vers l'Est également, parce que il y a eu des mariages entre la Prusse et l'Allemagne, et la Russie, et donc Bach a été quand même a franchi également les murs de l'Est vers la cour des tsars de Russie. Et donc cette renommée n'a jamais tari hein, jusqu'à notre époque. Voilà, on joue Bach dans le monde entier. Et la deuxième chose, à mon sens, qui est très importante du séjour de Bach à Weimar, c'est que donc à cette cour bicéphale, il y avait un oncle un peu austère, plus âgé, et un neveu plus jeune qui vivait dans un château dans le bas de la ville. L'oncle vivait dans un château dans le haut de la ville. Et ce jeune neveu avait un frère qui est mort très jeune, mais qui était un prodige de la musique et qui voyageait beaucoup. On voyageait énormément en ce temps-là. Il n'y avait pas l'avion, mais les gens partaient à pied, en mal de poste. Ce sont des diligences qui acheminaient et le courrier, et les messages, et des passagers. Et donc ce jeune frère allait souvent à Amsterdam. Et là, il y avait des maisons d'édition qui éditaient les œuvres d'Antonio Vivaldi de l'Italie. Et donc ce jeune frère, quand il revenait à Weimar, eh bien, il faisait découvrir les manuscrits de Vivaldi. Et Bach est tombé amoureux d'Antonio Vivaldi. L'oncle plus âgé qui vivait dans le château, dans les hauteurs de Weimar, a réuni les 12 concertos qu'Antonio Vivaldi a composés sous le nom de l'Estro Armonico. Donc la renaissance, la naissance de l'harmonie, si vous voulez. Et donc ce sont 12 concertos qui ont été composés soit pour un violon, 2 violons, une basse continue. Une basse continue, c'est un accompagnement discret, soit à la viole de gambe, au théorbe ou au clavecin. Et alors, bon, ça pouvait aller jusqu'à plusieurs violons. Et donc l'employeur, l'oncle plus âgé, donc Wilhelm Ernst, a demandé à Jean-Sébastien Bach de transcrire ses œuvres, donc pour plusieurs instruments, pour les orgues. C'était des orgues flambantes neuves, parce qu'on dit orgue au pluriel et au féminin, qui avait à peine un an quand Jean-Sébastien Bach est arrivé à la cour du duc de Weimar, qui avait sa propre chapelle dans son château. Et donc, ça a été la mission de Jean-Sébastien Bach de transcrire ces concertos pour petit orchestre, donc d'Antonio Vivaldi, pour les orgues. Alors, il l'a aussi fait pour le clavecin, soit pour plusieurs clavecins, 4 clavecins, soit pour clavecin, hautbois, flûte ou violon, parce que, outre sa chapelle et les orgues, le duc avait aussi une salle de concert pour ses réceptions de prestige de ses invités qui venaient de toute l'Europe à Weimar. Et donc là, il avait une douzaine de musiciens. Il avait même, à un moment donné, eu un théâtre, il faisait de l'opéra, mais bon, ça lui donnait mauvaise conscience par rapport à sa religion protestante, et donc il avait limogé ses comédiens, et son orchestre plus grand, il avait juste gardé une douzaine de musiciens, une douzaine de chanteurs. Et donc, Bach a passé sa vie à transcrire Vivaldi pour les orgues, et aussi en soirée, il revêtait une livrée de musiciens de cour, alors bien souvent au violon. Et donc, il faisait passer ses transcriptions aussi pour un petit orchestre. Donc, à mon sens, c'est très important. Parce que ça va peaufiner son style et la rigueur protestante de toute la joie de l'Italie, de l'émotion de l'Italie, du dynamisme de l'Italie. Et c'est pour ça qu'on peut passer d'un Bach sérieux à la limite de la profonde tristesse dans des morceaux de musique sacrée à une joie exubérante à la Vivaldi dans ces concertos brandebourgeois.
Mais à Weimar, il ne va pas encore composer ses propres concertos. Hein. Il se limite à transcrire ceux de Vivaldi. Par contre, ce qu'il va faire, il va créer ces 7 toccatas pour orgue à Weimar. Quelques très belles cantates, profanes ou sacrées. À l'occasion de l'anniversaire du duc, il a composé la fameuse cantate de la chasse. Et puis d'autres cantates. Je vais faire une émission spéciale sur les cantates quand il sera à Leipzig. Alors, il va gravir les échelons d'ambition, on va dire. Mais en fait, à cette époque-là, c'était courant de remplacer et de monter les échelons au décès d'un supérieur hiérarchique en musique. Et donc, à un moment donné, il va devenir chef de la chapelle du duc. Et là, il a l'obligation, à ce moment-là, de composer une cantate par mois. Ce qu'il va faire. Et puis, il tombe un peu dans un ronron. C'est une toute petite ville, hein, Weimar. Son employeur est assez jaloux de lui. Il n'aime pas trop qu'il perde son temps avec son neveu pour jouer à 3 et 4 autour d'un clavecin, les œuvres de la composition du jeune frère de ce neveu, et tout ça, ça déplaît à l'oncle. Donc des tensions commencent. Le temps passe évidemment. Au niveau de sa famille, chaque année, il a la joie de voir arriver un nouvel enfant. Il s'organise pour son travail de copie de manuscrit avec des élèves à lui, dont Martin Schubart, avec A, ne pas confondre avec Franz Schubert, hein. C'est Martin Schubart qui gère la retranscription de tous les manuscrits. Et quand Bach met sur papier une œuvre qu'il a réduite pour l'orgue ou le clavecin, mais s'il y a 12 musiciens, 12 chanteurs, il faut 25 copies. Et il n'a pas le temps de le faire, donc ce sont ses élèves à lui qui se chargent de cet atelier de retranscription, parfois à la lueur des chandelles très tard dans la nuit. C'était encore le moment où on écrivait avec une plume d'oie et de l'encre. Et Bach rentrait dans des colères épouvantables quand il y avait un pâté d'encre qui était tombé sur la feuille. Et tout le monde s'y mettait, son épouse, ses enfants, tout le monde était autour d'une énorme table occupée à retranscrire les notes de Jean-Sébastien Bach. Donc la vie ronronne. Il n'a pas la place espérée de directeur de la musique de cour du duc Wilhelm Ernst, qui la donne expressément à quelqu'un d'autre. Ça vexe profondément Jean-Sébastien Bach. Le duc ne se laisse pas faire, il commence à s'ébrimade par rapport à lui, il lui interdit des voyages, il le prive de papier, même d'encre, et puis après, il le blâme parce qu'il n'a pas produit sa cantate obligatoire qu'il devait remettre chaque dimanche, premier dimanche du mois. Et le duc est très en colère parce qu'en fait, dans ce climat-là, Jean-Sébastien Bach est tenté de rejoindre le duc Léopold de Alt-Köthen, une petite ville un peu plus loin de Weimar, dont il a fait connaissance chez le neveu de son employeur, parce qu'en fait il épouse la sœur de ce duc Léopold. Et ce duc Léopold est féru de musique. Il vient d'engager les 20 musiciens que le roi de Prusse a limogés, parce que c'est un lourd budget évidemment, d'entretenir, de donner un logis, d'entretenir, de nourrir, de payer 20 musiciens. Et le roi de Prusse voulait consacrer son budget uniquement à la puissance militaire de son armée. Il a réussi au fil du temps. et donc, Bach est très tenté de rejoindre ce groupe de 20 musiciens. En plus, bien qu'il soit calviniste, Léopold Alt-Köthen, il sait faire la part des choses. Il sait être sévère pour le culte au temple protestant, la chapelle protestante, mais le soir, alors c'est la frénésie musicale, à l'italienne bien sûr, et avec 20 musiciens, et ça tente énormément Jean-Sébastien Bach. Mais quand son employeur apprend que
Jean-Sébastien Bach pourrait partir, il le jette en prison, sous le prétexte qu'il ne fournit pas sa cantate tous les premiers dimanches du mois. Bach va y rester un mois. Bon, alors il y a les palabres entre Léopold Anhalt Köthen et Wilhelm Ernst de Saxe-Weimar, sans doute des dédommagements financiers, et le duc sévère accepte de libérer son prisonnier et accepte de rompre le contrat qu'il avait avec lui, et donc Jean-Sébastien Bach peut suivre le duc de Anhalt-Köthen à Köthen. Il laisse à Weimar son fidèle élève Martin Schubart, qui va devenir organiste, donc qui prend sa relève, et il part avec son épouse, ses 4 enfants, parce qu'entre-temps il a perdu 2 jumeaux. Bon, la médecine n'était pas au point que nous connaissons à l'heure actuelle, et donc fréquemment des enfants pouvaient mourir à la naissance ou succomber à des maladies. On n'avait pas encore trouvé la pénicilline et les antibiotiques à ce moment-là, donc c'était très difficile de soigner une pleurésie, une pneumonie, et parfois les enfants prenaient froid dans des maisons sans chauffage central, et voilà. Et donc il part à Köthen rejoindre le duc, et là il va être très heureux pendant 5 ans. Là nous sommes, au moment de son départ de Weimar, nous sommes en 1717. Et il va rester à Köthen jusqu'en 2022. Et là il va composer ses propres concertos à Köthen, ces 6 concertos brandebourgeois. Il va aussi écrire le clavier bien tempéré, dont je vous ai parlé dans une vidéo, ce que c'est que le tempérament inégal de l'époque et égal de notre époque. Une question de timbre. Hein. Et donc, il va vraiment développer sa musique profane à la cour de Köthen. En 1720, il part en voyage avec le duc pour prendre les eaux à Karlsbad. On n'était plus fâché avec l'eau à ce moment-là. Donc, il y a eu la découverte des bienfaits de l'eau thermale. Je vous avais dit qu'avant, on buvait du vin de peur d'être contaminé par l'eau de source si une bête malade venait à y boire. Et donc, là, non, c'est le contraire. C'est la grande mode des cures thermales. On découvre les bienfaits de l'eau qui soignent les maladies de reins, la gravelle, qui soigne le foie, qui soigne les nerfs fragiles, qui soigne les maladies des poumons. Et donc, toutes ces cours ducales, ces cours princières, se retrouvaient 1 ou 2 fois l'année dans des villes où il y avait des sources d'eau. Et nous, en Belgique, nous avions Spa. Nous avons toujours Spa, mais bon, c'est très rare. L'aura des cours de la noblesse en Europe a fort diminué. Mais à Spa venait même le tsar Pierre le Grand de Russie. Et donc, tous ces princes ou ces ducs, quand ils partaient dans les villes d'eau, partaient avec leurs musiciens. Donc en 1720, Jean-Sébastien Bach est obligé de suivre le duc pour sa cure d'eau. Et quand il revient, il rentre chez lui, il trouve qu'il y a une ambiance très très lourde, très triste dans sa maison. Il voit tous les domestiques pleurer, et il apprend que sa femme est décédée 2-3 jours avant son retour. Il ne le savait pas, il découvre ça, il est anéanti. Et à ce moment-là, il sent la nécessité de refaire de la musique religieuse, ce qu'il ne pouvait pas faire évidemment dans une cour calviniste. Je vous avais dit que le duc Léopold avait scindé pas de musique pendant le culte religieux, mais on pouvait faire la plus belle des musiques le soir aux réceptions de la cour ducale.
Et donc, c'est impossible pour lui de jouer dans une ambiance de joie où les gens boivent, rient, dansent. Et donc, il demande au duc de pouvoir se reconsacrer à la musique religieuse. Entre-temps, le duc se remarie et sa nouvelle épouse, elle n'aime pas la musique. Ah oui, ça existe. Hein. Elle est un peu sous l'influence de la cour du roi de Prusse et elle souhaite que son époux consacre le budget qu'il dépense de façon inconsidérée pour la musique à renforcer une armée. Voilà. Bon, ces armées seront quand même vaincues quand Napoléon envahira l'Allemagne. Donc, je vais vous laisser là parce que le concert est terminé, sinon nous allons avoir la pub de YouTube. Et je continuerai à vous parler de Köthen et de Leipzig dans la prochaine émission. Merci infiniment.